Bonjour et bienvenue donc à cette introduction à la spirale évolutive. Alors, je vais donc vous présenter une série de petites vidéos dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui vous donneront l'opportunité donc de découvrir progressivement davantage ce qu'est la spirale évolutive, qui est donc l'objet d'un livre que j'ai écrit en 2023, donc, et qui est assez volumineux. Donc, il y a plus de 700 pages dans ce livre-là. C'était pas prévu au départ, mais bon, c'est devenu donc un livre qui est assez conséquent. Il y a donc un jeu de cartes qui vient donc avec la spirale évolutive et également un petit document qui s'appelle la spirale évolutive en bref, qui permet justement d'aborder la spirale évolutive d'une façon plus synthétique que dans ce livre-là, qui est évidemment plus important donc à consulter, puisqu'il y a plusieurs pages et tout ça. Donc, j'avais envie de vous parler de la spirale évolutive aujourd'hui comme une façon d'introduction, donc de vous présenter un petit peu les bases sur lesquelles repose cette approche-là. Donc, de quelle façon a commencé la spirale évolutive? J'avais envie de commencer par le fait que j'ai fait un rêve il y a plusieurs années. Ça fait peut-être une dizaine d'années en fait que ce rêve-là a eu lieu. Et c'est un rêve qui a été très fortement inspirant pour moi, puisqu'il m'a mis vraiment en relation avec l'idée qu'il existait véritablement comme une forme de langage intuitif qui se présentait à moi sous la forme de familles d'âmes. Les familles d'âmes, finalement, c'était directement associé au chakra. Et j'ai vu ça sous la forme d'un jeu de cartes. Donc, le jeu de cartes a pris plusieurs années avant de prendre forme, tout comme la spirale évolutive, puisque ça fait une dizaine d'années que ce rêve-là a eu lieu. Mais je savais à l'époque que c'est quelque chose que j'allais faire. C'est un projet qui allait prendre forme. J'avais pas l'impression que ça allait prendre autant d'années, mais en même temps, ça me disait que ça allait nécessiter plusieurs années, même si j'avais pas l'impression que ça aurait dû être le cas. Et finalement, ça a pris du temps pour la simple raison que faire de développer un langage intuitif comme celui que j'ai développé, ça demandait donc une assise de certitude, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer des choses sans avoir pris le temps de les intégrer en soi, puis de sentir effectivement que c'est ça qui est juste et de ne pas changer à tout instant le regard qu'on en a sur quelque chose. Donc, ça m'a pris un certain nombre d'années avant d'asseoir véritablement la spirale évolutive, et ce rêve-là donc a été sans doute le départ du projet. Sauf qu'avec le temps, j'ai compris aussi que ce livre-là, finalement, était une tentative de vulgarisation qui n'était pas consciente quand je l'ai écrit, mais je l'ai compris par la suite. Une tentative de vulgarisation d'enseignement qui m'avait beaucoup marqué quand j'ai commencé ma formation en guérison. C'est les enseignements d'Alice Bailey. Les enseignements d'Alice Bailey, c'est une dame qui a donc fait du channeling, la canalisation pendant plusieurs années, il y a plusieurs années, donc dans les années 1900, et qui a été donc très marquante parce qu'elle a été reconnue comme étant, dans l'ésotérisme, en tous les cas, une personne marquante. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur le traité des 7 rayons, entre autres. Et le traité sur les 7 rayons, ben, c'est une tentative justement d'expliquer l'univers à travers la grille de 7 rayons cosmiques qui auraient une influence sur la planète Terre et sur les êtres humains. Et elle avait donc développé l'idée que chaque être humain avait donc une couleur qui lui était propre, un certain rayon qui lui était propre, qui faisait qu'ils avaient une certaine typologie, un certain caractère, une certaine mission de vie, etc. Alors évidemment, sans m'en rendre compte, ben, ce livre-là, finalement, c'est devenu, en quelque sorte, une tentative, justement, de poursuivre un peu la réflexion qui a été faite dans ces ouvrages-là, qui m'avaient quand même marqué quand j'étais jeune, et qui sont finalement devenus, à mon sens, à moi, plus accessibles quand même, puisque les ouvrages d'Alice Bailey sont des livres quand même ésotériques, donc inaccessibles en quelque part, pas toujours faciles à comprendre. Ceux qui ont déjà lu les livres d'Alice Bailey, je pense qu'ils vont comprendre ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des livres qui sont accessibles facilement. Il y a tout un hermétisme autour de ça. Alors que le livre que j'ai écrit, bien évidemment, se veut donc un livre plus populaire, entre guillemets, c'est-à-dire plus accessible, où j'ai cherché justement à présenter donc une genre de typologie qui peut s'apparenter à celle que Alice Bailey avait fait à l'époque. Évidemment, je le dis bien humblement, là, et dans lequel évidemment, il y a tout un langage intuitif qui s'est développé à travers cela. Parce que la troisième raison qui a fait que ce livre-là a été écrit, donc il y a eu le rêve, il y a l'inspiration d'Alice Bailey, mais évidemment, ma pratique intuitive. Ça fait quand même plus de 35 ans que je fais des lectures intuitives. Donc, inévitablement,
quand on fait des lectures intuitives, on arrive à comprendre l'être humain d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'à travers les années, on a beau faire des lectures avec des gens différents, on arrive à comprendre que, par exemple, une personne qui a une perturbation dans son chakra racine, ben ça crée une certaine type de condition psychologique, énergétique, etc., tout comme quelqu'un qui a une problématique au niveau du chakra sacré ou au niveau du chakra solaire a des problématiques particulières. Donc, ça m'a amené à donc avoir envie de me dire, en fin de compte, de me dire, ben tiens, avec l'âge, il y a l'expérience, et l'expérience, ça serait peut-être bien que je puisse essayer de la transmettre. De quelle façon que je pouvais la transmettre, évidemment, puisque j'enseigne, et quand on l'enseigne, bien évidemment, on comprend que les gens qui développent leur intuition, la problématique qu'ils rencontrent très fréquemment, c'est de faire confiance au langage intuitif. Et souvent, malheureusement, quand on commence la pratique intuitive, on a une certaine pauvreté de langage. C'est-à-dire que nos perceptions intuitives qu'on a, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on n'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce qu'on perçoit. J'ai passé par là, tous mes étudiants passent par là, c'est normal. C'est-à-dire qu'on observe un monde nouveau, un monde différent de celui qu'on a habituellement avec lequel on est en contact, qui est le monde terrestre. Et évidemment, on n'arrive pas toujours bien à comprendre qu'est-ce qu'on perçoit. Donc, l'idée de la spirale évolutive est aussi une tentative de développer un langage que j'appellerais un langage intuitif, c'est-à-dire d'amener les gens qui veulent développer leur intuition à mieux comprendre ce qu'ils perçoivent à travers évidemment la grille des chakras. Alors, de quoi se compose cette spirale évolutive-là? Alors, la spirale évolutive, évidemment, donc spirale, ça veut donc dire quelque part que je reconnais, moi, qu'à travers le système des chakras, il y a donc un phénomène de spirale, un certain mouvement énergétique qui s'effectue, qu'on va retrouver dans d'autres appellations. Je pense à la montée de la Kundalini, qui met en évidence, évidemment, que dans certains cas, lorsqu'un développement de la conscience se fait, il va y avoir donc une libération énergétique qui va se faire du chakra racine pour remonter vers les chakras supérieurs, qui vont favoriser donc la libération d'une énergie qui va amener donc ce qu'on appelle l'illumination ou la libération de tous les blocages humains et qui font qu'on arrive à une forme de sentiment de complétude, d'accomplissement de la vie où notre incarnation n'a plus son sens, sa raison d'être. Alors la spirale pour moi c'est un peu ce mouvement énergétique que l'on retrouve donc à travers les 7 chakras et évolutive dans le sens qu'évidemment cette spirale lorsqu'elle se déploie de plus en plus fortement, ben elle favorise l'évolution chez un individu mais aussi chez une collectivité puisqu'on va comprendre évidemment quand je vais vous présenter les 7 familles d'âmes d'une façon plus définie, donc dans les 7 prochains entretiens qu'on va avoir ensemble, ben, vous allez comprendre évidemment je vais faire une petite présentation historique évidemment de quelle façon que chacun des chakras a une influence sur l'humanité, sur la collectivité, de quelle façon que l'être humain évolue aussi à travers donc les 7 chakras. Donc, vous l'avez compris, la spirale évolutive, c'est une voie, une façon de regarder l'être humain dans un objectif de le voir dans son évolution de la conscience et évidemment aussi dans ses volets moins évolués, c'est-à-dire où est-ce que l'être humain n'parvient pas à évoluer adéquatement. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, bon, évidemment, c'est que vous avez 7 chakras. Donc, vous avez le chakra racine, le chakra sacré qui est au niveau du ventre, le chakra solaire, au niveau du plexus solaire, le cœur, au niveau du cœur, la gorge, le frontal et le coronal. Donc, vous avez 7 chakras. Bien sûr qu'on pourrait discuter du nombre de chakras. Quand on parle de chakras majeurs, en général, on s'entend pour dire qu'il y a 7 chakras majeurs, sauf qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses autour il y a 8 chakras, 9 chakras, 10 chakras, 11 chakras, etc. Moi, j'ai été vraiment très traditionnaliste dans ma vision des choses, puisque dans mes 35 années de pratique intuitive, j'ai toujours travaillé avec les 7 chakras. J'ai jamais ressenti le besoin de travailler sur d'autres chakras, puis peut-être qu'on pourra y revenir là-dessus, mais c'était un peu moi, je voulais me baser sur la pratique que ce que j'avais eu et je n'avais pas envie d'amener des éléments que je n'avais pas observés. L'autre chose qui m'a permis de développer ce langage intuitif, c'est que j'ai observé que dans les champs énergétiques, quand on voit une perturbation chez une personne, dans un premier temps, bien évidemment, il y a un chakra. Le chakra, évidemment, peut être équilibré. Un chakra équilibré, bien évidemment, c'est un chakra qui a un certain rayonnement de qualité qui favorise donc la santé. Alors ça, c'était la première chose qu'on pouvait observer dans l'observation d'un champ énergétique, c'est qu'un chakra peut être équilibré. Ensuite, on peut constater qu'un chakra peut être désaligné, c'est-à-dire que le chakra est ici, mais normalement, dans mes perceptions, j'observe comme s'il était décentré par rapport au corps physique de la personne.
Donc ça, c'est un état de désalignement. Et cet état de désalignement-là est souvent associé à un choc émotionnel qu'une personne a pu avoir. Ça peut être également dû à une perturbation immunitaire. On a pu constater que dans des chocs particuliers, que ce soit des chocs émotionnels, des chocs physiques, des chocs des accidents, etc., il peut y avoir évidemment des chocs émotionnels tellement puissants dans le corps que le système immunitaire va se déconnecter, en fin de compte, va se débrancher en quelque sorte, et c'est ça qui va entraîner ce désalignement-là. Donc ça, c'est une des perturbations qu'on observe. Il y a également ensuite deux grandes tendances qu'on observe dans les chakras, et dans la globalité de l'être humain, j'ajouterais, c'est l'hyperactivité d'une part, qui est donc une condition où on dépense trop d'énergie. Alors, quand on parle d'un chakra équilibré, c'est un chakra qui donc est dans un processus de fonctionnement optimal. Il ne dépense pas trop d'énergie, puis il n'en gaspille pas trop non plus. Hein, il est dans un processus où l'énergie circule d'une façon harmonieuse, une dépense appropriée, donc un phénomène de circulation équilibrée qui en résulte. Dans le cas du désalignement, inévitablement, bien évidemment, la personne à quelque part est déconnectée de la région en question, donc une énergie qui est moins fluide, moins harmonieuse, qui favorise des perturbations. Ensuite, l'hyperactivité, c'est une dépense trop importante. Donc, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux voir une personne qui peut être très, très calme en apparence, mais qui a quand même une structure énergétique hyperactive, c'est-à-dire qu'à son insu, elle a un métabolisme qui est trop important, où elle dépense trop d'énergie. C'est souvent les gens qu'on va qualifier de les faiseux. Hein? Il y a des gens qui sont dans l'action. Alors, les hyperactifs, en général, sont des gens qui ont de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui va vers l'extérieur. Donc, c'est naturel pour eux d'être dans l'action et, dans ce sens-là, de dépenser leur énergie. Et évidemment, cette hyperactivité-là va se manifester d'un point de vue perceptif par une animation, une agitation dans le chakra en question, qui est trop importante par rapport à ce que le chakra aurait besoin d'émettre normalement. Ensuite, vous avez l'hyperactivité surchargée, qui est un état d'hyperactivité de la même façon, sauf qu'il commence à y avoir des indices de perturbations plus importantes. C'est-à-dire qu'on voit que le chakra est très, très actif, sauf qu'on voit également qu'il y a des phénomènes de chaleur qui s'installent et des endroits où l'énergie n'est pas lui émise. C'est-à-dire que le corps, les cellules du corps ne sont plus capables d'absorber et de réémettre de la lumière dans certaines régions, qui vont indiquer à ce moment-là que quand on regarde le chakra d'une personne, on va constater que dans son chakra, il y a comme des fuites d'énergie, finalement, et de la chaleur qui est émise, puisque l'hyperactivité favorise de la chaleur et favorise évidemment des perturbations quand c'est surchargé. Et ces surcharges-là vont souvent être associées à de l'assèchement dans le corps. Donc, ça va favoriser l'inflammation. Évidemment, ce sont des grandes règles que je vous donne. Je ne dis pas que c'est des vérités absolues, hein, mais ce sont des tendances que j'ai pu observer dans ma pratique. Et puis, l'autre chose qu'on peut dire également, c'est que en naturopathie, on se parle souvent de cristaux qui se forment dans le corps humain et qui sont souvent associés donc au rhumatisme, à des processus inflammatoires qu'on va trouver chez l'être humain. Donc, évidemment, on peut sans doute émettre l'idée que l'hyperactivité va souvent plus émettre ce type de matière dans le corps, donc des cristaux. Maintenant, quand on regarde l'hyperactivité épuisée, alors évidemment, ça veut donc dire que le chakra, dans son développement, a atteint un niveau où il n'est plus capable de soutenir l'hyperactivité. C'est-à-dire que quand j'étais en hyperactivité, je dépensais trop d'énergie. Quand j'arrive à la surcharge, bien évidemment, je commence à être fatigué de trop dépenser d'énergie et mon corps me montre des signes de fatigue qui indiquent justement qu'il se peut que j'ai des processus inflammatoires qui prennent forme et des sécheresses dans mon corps qui vont finalement indiquer que je suis de moins en moins apte à poursuivre ce processus d'hyperactivité-là. Quand j'arrive à l'épuisement, c'est comme un effondrement. C'est-à-dire que mon énergie n'est tout simplement plus capable de soutenir cette volonté que j'ai de poursuivre la démarche d'hyperactivité. Donc, c'est un signe que je dois amener un changement dans ma vie. Et souvent, bien évidemment, on va le faire, ce changement-là, puisque notre corps n'est tout simplement plus capable de soutenir ça. Alors évidemment, si c'est dans ma globalité de mon corps, de mon champ énergétique que je suis hyperactivité épuisée, bien inévitablement, bien, c'est toute ma structure, l'ensemble de mon être qui va ressentir l'effet négatif, pourrait-on dire, de ça. Si c'est un chakra, bien, ça peut être le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire ou un autre chakra, donc vous comprendrez évidemment que l'épuisement à ce moment-ci va avoir un impact différent selon le chakra
qui va être concerné. Et c'est ça un petit peu qui va présenter la spirale évolutive, c'est que vous avez 7 chakras, mais vous avez plusieurs conditions énergétiques, comme l'équilibre, le désalignement, l'hyperactif surchargé, l'hyperactif épuisé, et on va voir qu'il y en a 3 autres pour terminer. Et tout ça, finalement, vont faire que, selon la condition énergétique que le chakra expérimente, bien inévitablement, il va y avoir des conséquences qui vont en résulter, et c'est ça qu'on va découvrir, évidemment, dans la spirale évolutive. Maintenant, quand on regarde l'hypoactivité, évidemment, c'est un chakra qui n'émet pas beaucoup d'énergie, qui n'est pas dans un processus d'équilibre, n'est pas dans un processus d'hyperactivité, il est dans un processus d'être non dépensier. C'est-à-dire qu'on sent que la personne a des capacités énergétiques qui ne sont pas utilisées. C'est souvent quelqu'un, tu sais, c'est un peu la personne timide, on va l'appeler comme ça. La personne timide, ben, elle sait quelque part qu'elle peut faire de grandes choses, mais elle ne le fait pas. Pourquoi elle ne le fait pas? Mais parce qu'elle est timide, parce qu'elle manque de confiance, parce qu'elle a des doutes, parce qu'elle a des insécurités, parce qu'elle a peur de se faire juger. Je ne sais, hein, il y a plein de raisons associées à cela. Et on va retrouver dans l'hypoactivité souvent ce que je viens de nommer comme raison, hein, c'est-à-dire que l'hypoactivité est plus quelqu'un qui va hésiter de faire un pas en avant de lui, parce qu'il est conscient qu'en faisant un pas, il va marquer le sol, et en marquant le sol, ben, il va effectivement être vu. Et comme il va être vu, il a peur, lui, à quelque part, d'être vu, justement, parce qu'il pourrait être jugé. On pourrait lui manifester, on pourrait lui dire qu'on est dérangé par le fait qu'il soit là, etc. Donc, l'hypoactif a sans doute une tendance, justement, à rester donc dans l'immobilisme dû à cela. Alors, donc, l'hypoactivité, finalement, c'est la tendance, évidemment, à créer de la congestion dans le corps. C'est-à-dire que comme je n'utilise pas pleinement mes ressources énergétiques, bien évidemment, je les mets au ralenti. Et comme je les mets au ralenti, bien évidemment, le sang, la lymphe, toutes les organes, les liquides de mon corps vont se retrouver effectivement dans une position moins favorable et ça va entraîner donc des congestions. Donc l'hypoactivité va tendre vers l'hypoactivité surchargée qui va être toujours cet état de chakra qui est peu développé, qui est peu rayonnant, qui est en dessous de ses capacités et qui va commencer justement à montrer des signes de faiblesse. Donc un rayonnement qui va manquer à certaines régions dans le chakra. On va sentir souvent du froid à ce moment-là et on va sentir de la congestion. C'est un peu comme quand l'eau coule trop lentement, ben elle se dépose, puis à un moment donné, ben, ça fait comme un genre de marais, c'est-à-dire comme des conditions où justement la stagnation prend forme. Donc l'hypoactivité va plus ressembler à cela et on va souvent faire référence à cette idée que ça crée des cols. En naturopathie, on utilise ce terme de col qui indique bien quelque part que c'est quelque chose qui congestionne, qui ne permet pas à la circulation de prendre forme aussi librement. Donc, et l'hypoactivité, bien évidemment, comme on l'a compris, contrairement à l'hyperactif qui va dans l'action naturellement, l'hypoactif se met en retrait et observe. Et en se mettant dans une position d'observation, bien évidemment, il ne s'engage pas aussi facilement que quelqu'un qui serait dans l'hyperactivité. Donc, vous voyez que c'est un peu comme si l'hyperactivité pouvait s'apparenter davantage à la nature yang. Hein, c'est un terme qu'on connaît, la nature yang d'un être humain. Et l'hypoactif serait plus une nature yin, pour faire une genre de correspondance avec la médecine chinoise et des termes que vous êtes peut-être plus familiers, puisque le yang et le yin sont des termes qu'on utilise beaucoup, en tous les cas, je pense. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu, évidemment, moi, de mon côté. Donc, ça, c'était pour l'hypoactif surchargé. Puis, évidemment, si la personne ne s'adapte pas à son processus de développement, ben, elle va tendre vers l'épuisement. Et l'épuisement, bien évidemment, c'est un effondrement. C'est-à-dire que l'hypoactivité n'est plus en mesure de continuer sa fonction parce qu'il y a une congestion qui a pris forme. L'énergie s'effondre. On n'est plus capable de garder un équilibre là-dedans. Et inévitablement, ben, il va falloir changer des choses dans notre vie pour être capable de faire face à cet état d'hypoactivité-là. C'est là qu'on va commencer, donc, à remettre en question cette façon de fonctionner, là, de se rapprocher, disons, d'un équilibre. Alors souvent, quand on atteint cet état d'hypoactivité épuisée, c'est que le corps, bien évidemment, a besoin qu'on le nettoie, qu'on le libère de certaines congestions, de certaines surcharges qui ont pu se développer. Donc, vous voyez que ça, c'est les huit conditions énergétiques que l'on retrouve dans chacun des chakras. Donc, si vous faites 8 x 7, ça fait 56 états de conscience. Et c'est exactement ce que vous allez retrouver dans le livre. Il y a 56 états de conscience qu'on retrouve dans le livre. Pour chacune des familles, chacun des chakras, vous avez donc 8 conditions énergétiques. J'ai choisi de présenter les chakras comme étant des familles d'âmes, puisque
pour moi, en fin de compte, lorsque quelqu'un, par exemple, est très chakra racine, ben, le très chakra racine, c'est quelqu'un qui a donc une dominante chakra racine, et souvent, ce sont des gens qui vont être directement reliés à la manifestation terrestre. Alors, moi, c'est pour ça que je les ai appelés les bâtisseurs, parce que les bâtisseurs, finalement, sont des gens qui recherchent à être en harmonie avec le monde terrestre, en harmonie avec les règles et les lois de la nature. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas vrai, parce que moi, je connais des gens qui sont pas comme ça. Donc, et qui sont pourtant un chakra racine très dominant. Et vous avez raison. C'est pour ça qu'on vous parle de 8 conditions énergétiques. C'est-à-dire que quelqu'un peut être un bâtisseur équilibré. Celui que je viens de vous nommer, ce serait quelqu'un qui est en harmonie avec les lois de la nature. Mais vous pourriez également être un bâtisseur hyperactif, qui serait d'ailleurs beaucoup plus matérialiste à ce moment-là, et qui va, ou encore un bâtisseur hypoactif, qui lui serait quelqu'un qui serait beaucoup plus retenu et qui recherchait finalement la simplicité volontaire. Lui, il voudrait pas quelque part s'embourber dans la matière, vous voyez. Alors, vous voyez que ça crée des caractéristiques particulières selon la condition énergétique qui est associée au chakra. Et c'est ça qui finalement fait la richesse de la spirale évolutive, c'est que pour chacun des chakras, vous avez donc 8 expressions, 8 conditions énergétiques qui expliquent, en fin de compte, l'évolution de la conscience humaine. C'est-à-dire comment ça se fait que dans le chakra racine, bien évidemment, c'est pas tout le monde qui est en harmonie avec les lois de la nature, mais c'est parce qu'à quelque part, il y a eu des blessures émotionnelles qui nous ont éloignés de la nature équilibrée du bâtisseur. Ces blessures émotionnelles-là, bien évidemment, pour le bâtisseur, c'est l'abandon. Dès que je nais sur Terre, ben quelque part, la blessure que je n'ai pas envie de vivre, c'est de me sentir abandonné, c'est-à-dire que j'arrive sur Terre et ben, en arrivant sur Terre, mais c'est un peu comme une coupure avec l'universalité, avec la conscience spirituelle. Donc, je me retrouve dans une position où je suis, entre guillemets, dans une situation où j'ai besoin quelque part d'être soutenu. Je suis un petit enfant, je suis un bébé, en fin de compte, donc j'ai besoin d'être encadré et d'être soutenu. Alors, évidemment, dans un monde idéal, bien évidemment, tout le monde serait soutenu comme il se doit. Dans un monde réel, bien évidemment, il y a beaucoup d'êtres humains qui vont vivre l'expérience d'abandon, même si c'est pas quelque chose que l'on souhaite en tant que parent même, mais des circonstances dans la vie qui font qu'un enfant qui peut être très, très demandeur, on ne soit pas capable de lui apporter tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse se sentir en état de sécurité. Donc, vous voyez que la blessure émotionnelle, c'est un élément important, puisque la blessure émotionnelle va vraiment engendrer donc une perturbation dans la nature équilibrée du bâtisseur qui va faire que l'individu va progressivement s'éloigner de cette nature-là pour finalement développer un état de conscience qui vont finalement, où il va chercher lui à trouver son équilibre. Dans le cas de l'hyperactivité, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un qui va vouloir, parce qu'il s'est senti abandonné, il va vouloir accumuler beaucoup dans la matière. Dans le cas de l'hypoactivité, c'est quelqu'un qui va au contraire vouloir se libérer de la matière parce que lui, il va pas vouloir expérimenter, il va identifier l'abandon comme étant, la blessure émotionnelle comme étant risquée. S'il devait accumuler dans la matière, il devait s'imprégner dans la matière, s'incarner dans la matière, il y aurait un danger pour lui, donc il va la fuir en quelque sorte, cette matière-là. Donc, vous voyez que c'est un exemple que je vous donne parce qu'évidemment, on ne va pas se lancer aujourd'hui dans l'explication de toutes les conditions énergétiques qui sont associées au chakra et aux familles d'âmes, mais c'est quelque chose, évidemment, que nous allons aborder dans les prochaines vidéos pour ceux qui ont envie, évidemment, de découvrir davantage la spirale évolutive. Alors, pour conclure aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est peut-être de vous présenter les 7 familles d'âmes qui vont finalement, ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines vidéos. Alors, la première famille d'âmes qui est donc reliée au chakra racine, c'est les bâtisseurs, dont je vous ai parlé tantôt. C'est les gens qui recherchent à être en harmonie avec les lois de la vie. Ils sont conscients que sur la planète Terre, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose d'intelligent, quelque chose d'organisé. Et eux, ce qui va les intéresser dans un premier temps, c'est de connaître les lois de l'univers, de la planète Terre, en fin de compte, et d'apprendre à respecter justement ces conditions-là pour que justement la planète Terre elle puisse finalement être en santé et puis que nous-mêmes on puisse bénéficier de tous les cadeaux à quelque part que la planète Terre peut nous procurer. Donc le bâtisseur a vraiment une conscience de la matière, une compréhension de la matière parce qu'il comprend que la vie fonctionne selon des règles et des lois et lui va chercher à les respecter tout simplement. Alors ça c'est vraiment l'état d'expression de la famille d'âme à son niveau équilibré et que si tous les êtres humains sur Terre avaient cette expression équilibrée-là, bien évidemment, on peut facilement comprendre qu'on aurait un monde différent aujourd'hui. La deuxième famille d'âmes, c'est les communicateurs. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire les communicateurs avec le ventre?
Il faut savoir que les communicateurs, c'est relié à l'identité. Alors, quand moi, je suis un être humain qui naît sur Terre, j'arrive, je suis un petit bébé, je m'incarne sur la planète Terre, je suis accueilli par des parents. Ça, c'est relié au chakra racine, donc au bâtisseur. Et avec le temps, je me développe et je découvre que je suis un petit garçon ou une petite fille. Et je découvre à ce moment-là que j'existe d'une façon pleine et entière par rapport à mes parents. C'est-à-dire que mes parents ne sont pas un prolongement de moi et l'inverse non plus. Je suis un individu unique. Et cet individu unique, qu'est-ce qu'il va apprendre à faire? C'est de découvrir qu'il est différent. Il est différent dans le sens que maman et papa ont certaines composantes, certains caractères, certaines qualités, défauts. Moi, en tant qu'être humain, j'ai pas choisi, mais je découvre finalement à travers mon développement de la vie que j'ai des caractéristiques où je peux ressembler à maman, où je peux ressembler à papa, mais j'ai des caractéristiques qui m'amènent éventuellement à me reconnaître comme étant un individu à part entière. C'est donc relié au chakra sacré. Et à ce moment-là, évidemment, pourquoi on parle du communicateur? C'est que pour moi, cette identité-là va se développer à travers deux modes de fonctionnement. Le premier, c'est mon monde intérieur, c'est-à-dire que je vais apprendre à faire confiance à ce qui se passe en moi, puisque dans moi, évidemment, j'ai des réactions, j'ai des émotions, j'ai des façons de fonctionner. Je découvre finalement que je ne suis pas comme j'aimerais être nécessairement, je suis ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai beau vouloir me faire aimer de mes parents, si mon père trouve que je le fais réagir parce que je le relie à des émotions qu'il n'est pas capable de gérer avec ce qui lui correspondent, ben il va avoir tendance effectivement à me repousser un peu. Donc vous voyez que c'est ça un peu qu'on va découvrir à travers le communicateur, c'est que le communicateur doit apprendre à communiquer avec lui-même pour développer ce que moi j'appelle l'authenticité. Qu'est-ce que c'est que l'authenticité? C'est, dans un monde idéal, encore une fois, l'être humain qui cherche à être vrai avec lui. Et cette vérité-là, évidemment, c'est logique que quand je suis vrai avec moi, ben, j'ai envie d'être vrai avec les autres. Ça va de soi. Si je suis vrai avec moi, ben, je devrais aussi être vrai avec les autres. Et ça va faire quoi? Mais ça va faire que je vais être en mesure d'avoir une communication plus vraie avec moi-même et plus vraie avec mon entourage. C'est ce que le communicateur, dans son sens équilibré, va rechercher. Malheureusement, encore une fois, on l'a compris, il y a des blessures émotionnelles qui vont venir nous éloigner de l'expression fondamentale du communicateur. Et dans ce cas-ci, c'est le rejet. Alors le rejet, comme je disais tout à l'heure, si papa me rejette, c'est peut-être parce qu'il y a des émotions que j'incarne, il y a des façons de fonctionner que j'incarne qui viennent le rejeter, qui viennent le déranger intérieurement et qui vont faire qu'à son insu, il va réagir fortement vers moi puis il va me rejeter. Alors moi, je vais vivre ça comme une blessure émotionnelle qui va m'amener vers les perturbations énergétiques, donc le désalignement, l'hypo, l'hyper, et ainsi de suite. Et c'est comme je vous disais tantôt, on va approfondir tout ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, vous avez donc le guerrier qui, lui, est le troisième chakra et dans le développement humain, bien évidemment, c'est le garçon ou la petite fille qui apprend justement à constater que parce qu'il a des qualités, parce qu'il a des facilités, il va être valorisé. Valorisé dans le sens qu'on va lui donner du pouvoir, on va lui donner de l'importance. Alors, vous savez comme moi que quand on est à l'école, bien évidemment, on peut être très fortement valorisé parce qu'on est bon dans les sciences, on peut être bon dans les sports, on peut être bon dans les langues, on peut être beau, tout simplement, rayonner, être reconnu par notre beauté comme étant quelqu'un de vraiment qu'on va beaucoup valoriser, qu'on va mettre un peu comme sur un piédestal, etc. On peut être un leader aussi qui va nous amener justement à sentir qu'on est important aux yeux des autres. Tout ça va nous apporter un certain pouvoir. C'est le pouvoir du rayonnement, en fin de compte. C'est-à-dire que quand je suis capable de rayonner, de créer un impact sur la société, ben la société m'applaudit puis me dit « Wow, c'est bon ce que tu fais, c'est bien ce que tu es » et on me donne une certaine reconnaissance. Donc, le guerrier, c'est beaucoup ça qu'il va chercher, lui, à faire valoir, c'est qu'il a donc une certaine lumière qu'on a envie de porter à l'intérieur de soi et évidemment, à travers le développement humain, on va chercher donc à l'incarner. Alors, quand on est dans le processus de développement de l'enfance, on expérimente évidemment une position de rayonnement où on va être fortement valorisé ou dans d'autres cas, on ne le sera pas aussi parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui va être reconnu dans sa lumière quand il est un enfant, malheureusement. Donc, le guerrier va chercher, lui, à reconnaître qu'il est un leader, naturellement, mais un leader qui ne cherche pas à dominer les autres, il ne cherche pas à être dominé non plus, il cherche à avoir des collaborateurs parce qu'il reconnaît, lui, que parce qu'il est fort et puissant, il peut développer une relation forte et puissante avec d'autres personnes autour de lui.
Et ça va l'amener donc à constater que plus on est de personnes qui sont puissantes, plus on est puissant. Alors c'est comme ça qu'il lui fonctionne. Alors c'est comme ça qu'il comprend qu'il peut arriver donc à développer des relations très riches et très intéressantes avec son entourage de cette façon-là. C'est là qu'il devient un leader, mais un leader qui n'est pas dominant envers les autres, mais vraiment collaborateur davantage. Et ça, c'est la version équilibrée. Maintenant, il y a donc une blessure émotionnelle qui va affecter le guerrier, qui est finalement l'humiliation. Alors évidemment, quand on développe une certaine force, un certain rayonnement, un certain pouvoir, et qu'on est, entre guillemets, ridiculisé parce que ce pouvoir-là que l'on a, ben, quelque part, il n'est pas reconnu, puis qu'on cherche même à le dénigrer ou à lui enlever de la valeur, ou à être carrément humilié, ben c'est évident qu'à ce moment-là, la personne ben, va perdre de son rayonnement, de sa lumière, et elle va donc entraîner des perturbations qui peuvent se manifester à travers les conditions énergétiques dont j'ai déjà parlé, donc le désalignement, l'hyperactif, l'hypoactif, ainsi de suite, qui va donc nous éloigner de notre nature fondamentale. Et à ce moment-là, bien évidemment, qu'est-ce que ça peut engendrer? Bien évidemment, vous l'avez compris, hein, on peut devenir dominant. Hein, par exemple, le guerrier qui a une hyperactivité va être dominant. Celui qui a une hypoactivité va être dominé. Hein, par exemple, je me rends compte que je ne vous ai peut-être pas précisé ça au niveau du communicateur, donc je vais me permettre un petit retour en arrière pour vous dire que justement, le communicateur, lorsqu'il est hyperactif, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quelqu'un qui va tendre à ne pas être vrai. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans les journaux, dans les médias quelquefois. Et on peut constater que les nouvelles ne sont pas toujours en mesure de... c'est pas toujours la vérité qui ressort, hein, c'est ce qu'on veut bien nous donner comme information. La publicité, c'est une façon quelque part de présenter des produits pour les vendre et non pas pour être vrai, non pas pour être sincère avec eux. Quand on fait on veut plaire à quelqu'un, on se met pas dans une position de vérité avec nous-mêmes pour lui montrer qui on est vraiment. On va souvent quelque part essayer de se mettre sur notre meilleur jour. Donc, vous voyez que l'hyperactif, c'est quelqu'un qui va tendre un peu à la manipulation. Donc, l'hypoactif, lui, va être finalement quelqu'un qui va être plus dans un état de retrait. Il va plus être dans une position où il va se demander, bon, mais pourquoi elle n'est pas venue me dire bonjour, cette personne-là? Pourquoi elle est partie sans me dire bonjour? Vous voyez, c'est comme une forme de passivité. Je m'attends à ce que les autres réagissent envers moi d'une façon qui soit juste. Et puis moi, ben, quelque part, au lieu de m'assumer dans mon volonté de communiquer avec ces gens-là, je vais attendre d'eux qu'ils fassent les choses qu'ils devraient faire pour que moi, je sente qu'il y a une communication juste qui est effectivement créée avec eux. Donc, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est tout le temps en train de vivre dans son monde intérieur sans assumer quelque part ce qu'il ressent, ce qu'il veut dans le monde extérieur. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu la parenthèse par rapport au communicateur. Donc, je suis désolé, j'avais omis ça de vous le dire tout à l'heure. Si on revient maintenant au guerrier. Le guerrier, bon, je pense que on peut conclure avec ce que je viens de vous dire. On pourrait maintenant aller vers le serviteur. Donc, le serviteur, c'est le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, le serviteur, donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Lui, c'est qu'il est un serviteur. Le serviteur, qu'est-ce que c'est? C'est un individu qui, dans son développement humain, a appris à faire la paix avec lui-même. On pourrait dire ça comme ceci, dans le sens qu'il a appris à reconnaître qu'il avait le droit de marquer le sol, qu'il avait le droit de se tenir debout, qu'il avait le droit de reconnaître ses besoins de sécurité, de reconnaître ses besoins affectifs et émotionnels, il est relié au communicateur, à son envie de s'affirmer, qui est relié au guerrier, et qu'il a appris à s'aimer. Et le serviteur, c'est l'être adulte, en tant qu'homme ou en tant que femme, hein, qui a appris donc à s'aimer, à s'apprécier, et à se dire, ben voilà, je suis ce que je suis. Donc, il y a une forme de maturité qui est associée au serviteur. Et le serviteur, s'il est dans une forme de maturité, bien, il va donc s'aimer. Et parce qu'il s'aime, il est capable d'aimer les autres. Il est capable de servir, être au service des autres, tout en acceptant qu'il puisse être à son service aussi. Donc, c'est pas quelqu'un qui va s'oublier dans les autres. C'est quelqu'un qui s'aime, qui se respecte, mais qui est en mesure, donc, de servir les autres pour créer, à quelque part, un monde meilleur. C'est-à-dire qu'il accepte, lui, qu'il puisse être un collaborateur pour les autres êtres humains qui sont autour de lui et qu'il peut donc les servir. Les servir dans quel objectif? Dans l'idée que tous ensemble, nous pouvons nous servir mutuellement et nous pouvons donc créer un monde meilleur, un monde plus juste, un monde dans lequel on va avoir des règles plus appropriées que ce qu'on peut retrouver dans une société plus vaste. Alors, c'est souvent là qu'on va retrouver des gens qui vont avoir envie de faire des éco-villages, par exemple, qui vont avoir envie, à quelque part, de donner une réponse à la société en se disant, ben voilà, moi, j'ai compris comment la vie fonctionnait, j'ai compris que dans la société telle qu'on la vit, il y a des manques, et j'ai envie, moi, de donner une expression à une société, une micro-société qui correspondrait mieux, selon moi, à la réalité d'un monde meilleur. Vous voyez, c'est un peu quelque chose comme ça qui pourrait s'appliquer chez le serviteur.
Alors, évidemment, il y a une blessure émotionnelle qui peut entraîner, donc, encore une fois, un éloignement de cette nature-là, qui va être la trahison. Alors, quand on est trahi, ben, à ce moment-là, on peut avoir le sentiment de ne pas avoir, de ne pas pouvoir exprimer justement cette capacité d'amour, hein, désintéressé, pourrait-on dire, que le serviteur peut avoir. Et ça va entraîner donc des perturbations, le désalignement, l'hyper, et ainsi de suite, qui va faire que la personne, ben, elle risque effectivement de soit se renfermer sur elle-même, donc ce qu'on pourrait appeler l'égoïsme, hein, ça c'est l'hypoactivité, je deviens égoïste, je deviens fermé, mon cœur se ferme, j'ai été blessé, on m'a trahi, donc quelque part je n'ai plus envie de servir le monde. Alors moi ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais essayer de profiter du monde. Vous voyez? Je vais être un preneur. Je ne vais pas être un donneur. Ça, c'est la fermeture du cœur qui va entraîner cela. Et dans le cas de l'hyperactivité, hein, quand je vis la trahison, et dans le cas de l'hyperactivité, ben, je vais devenir effectivement un donneur. Un donneur, c'est quelqu'un qui se donne sans compter et qui se prive donc de lui-même. Vous voyez, alors ça, c'est un autre excès qui va exister. Alors, vous voyez que dans le serviteur, c'est ce qu'on va retrouver. Évidemment, on ira plus en détail dans les vidéos qui vont suivre pour ceux qui auront envie d'aller un peu plus loin là-dedans. Ensuite, vous avez donc le créateur, qui est donc relié à la gorge. Et le créateur, c'est donc la gorge, et le créateur, c'est vraiment quelqu'un qui commence à se relier au ciel. Donc, les chakras gorge, frontale, coronale, ce sont des chakras qui sont vers le ciel, donc sont plus connectés avec ce qu'on pourrait appeler la connexion avec l'énergie de sagesse et d'intelligence qui anime l'univers. On peut partir du principe que l'univers est animé par un principe intelligent, que même beaucoup de physiciens ont reconnu à quelque part ce principe-là. Ils reconnaissent qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui anime l'univers, et les chakras supérieurs sont directement reliés à cette intelligence-là. On est plus capable de se syntoniser à cette intelligence-là par les biais du chakra supérieur. Et la gorge va être le chakra qui va nous permettre de nous connecter avec ce que j'appelle, moi, le principe créateur. C'est-à-dire cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain de capter des façons de voir les choses qui n'existent pas encore sur Terre. Comme si j'étais capable, moi, de cerner que la conscience humaine est en train d'évoluer et que je suis capable de comprendre des choses qui apportent à la société un nouveau regard sur la société, donc un regard plus créatif, plus inspiré. Et on retrouve souvent, d'ailleurs, ces actes créateurs que je viens de vous nommer chez plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire que dans la planète Terre, il y a des gens qui vont capter une forme de créativité nouvelle. Et il y a plusieurs personnes qui vont avoir en même temps cette captation-là, un peu comme s'il y avait, comme dans l'espace subtil, cet espace créateur qui existait, puis que certaines personnes qui étaient des créateurs pouvaient donc capter ça, et ils pouvaient être plusieurs sur la planète Terre, arriver avec la même idée. C'est quelque chose qui arrive fréquemment comme concept, et c'est intéressant évidemment de le comprendre. Alors le créateur, qu'est-ce que c'est? C'est un individu évidemment qui est confronté à l'individualité. Pourquoi j'ai dit ça? Mais parce que quand on est un créateur, on est confronté à l'individualisme, puisqu'on arrive avec une idée qui est la nôtre, et cette idée-là, on va souvent se sentir seul à l'incarner puisqu'on arrive avec quelque chose de créatif. Donc, la société, elle, va nous regarder et va nous dire c'est qui cette personne-là, pourquoi elle nous sort cette nouvelle façon de voir les choses-là. Nous, on était confortables avec l'ancienne. Donc, le créateur va souvent se trouver confronté à un vent qui va à l'encontre du chemin que lui veut prendre. Donc, ça va demander une certaine forme d'individualité, d'une part, donc une forte personnalité et une capacité de croire en lui suffisamment pour être capable de faire valoir ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il perçoit, pour l'amener progressivement à développer ce qu'on pourrait appeler donc un être capable donc d'assumer sa créativité puis de la faire reconnaître un jour ou l'autre. C'est ça un peu que le créateur va chercher donc à faire. Évidemment, une blessure émotionnelle qui est associée donc au créateur, qui est l'injustice individuelle. Injustice individuelle, puisque quelque part, quand on est un être qui arrive avec des idées nouvelles sur la planète Terre et que ces idées-là peuvent apporter des réponses importantes sur la planète Terre à différents niveaux, bien évidemment, on peut sentir effectivement une forme d'injustice, de constater que la société, au lieu de nous tendre la main et de nous dire bravo Sylvain, c'est extraordinaire ce que tu fais, on va avoir l'impression justement qu'au contraire, cette collectivité-là va nous
nous rejeter en quelque part. C'est là qu'on vit cette fameuse injustice qui nous donne l'impression quelque part qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là-dedans. Alors c'est pour ça que le créateur doit effectivement, lui, se retrouver dans une situation où il sait qu'un jour, on va peut-être le reconnaître, mais ça va prendre donc un certain temps et l'injustice va être au rendez-vous, bien sûr, qui va entraîner donc des perturbations qui peuvent être le désalignement, l'hypo, l'hyper, et ainsi de suite. Dans le cas de l'hyperactivité, c'est quelqu'un qui, parce qu'il a ce sentiment d'injustice, il va devenir effectivement quelqu'un de très créatif, mais de tellement créatif qu'il va avoir plein de projets dans sa tête et il aura tendance à ne pas les finaliser, à ne pas les concrétiser complètement parce qu'il a toujours le sentiment, de toute façon, qu'il ne sera pas reconnu et qu'il ne sera pas attendu comme il le souhaiterait. L'inverse de ça, c'est l'hypoactivité qui va l'amener donc à rejeter la créativité et à favoriser la routine. Donc, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus routinier qu'autre chose, qui va chercher justement à faire que sa vie soit toujours, repose toujours sur sa conformité sociale, puisqu'il sait que s'il devait s'ouvrir à la créativité, il risquerait de nouveau de vivre une blessure, donc il ne recherche pas ça, donc il va finalement vivre la routine. Alors oui, ça serait pour le créateur. Si on regarde le philosophe maintenant, qui est le chakra frontal, le philosophe, finalement, c'est un être de sagesse. Comme je disais tantôt, c'est celui qui est connecté avec le ciel et c'est celui, finalement, qui est capable de reconnaître qu'il y a des intuitions qui viennent à lui. Et ces intuitions-là, il est capable de les accueillir et de les articuler autour de son mental, de sa raison. Donc, c'est quelqu'un d'intuitif, mais qui est capable de faire une connexion avec son hémisphère intuitif, donc il y a vraiment l'hémisphère rationnel plutôt, et il y a donc vraiment comme une espèce d'équilibre entre l'intuition et la raison chez lui, ce qui fait qu'il va être capable d'être très intuitif tout en étant capable d'avoir énormément de mots pour exprimer dans un langage cohérent les intuitions qu'il peut avoir. Alors, vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui se disaient très intuitifs, mais que quand ils vous parlaient, ça vous apparaissait irrationnel comme langage, ce qu'ils vous racontaient. Alors ça, ce sont des gens qui sont très intuitifs, mais qui n'ont pas réussi à faire le lien avec la raison. Alors que le philosophe, dans sa version équilibrée, va être capable justement de faire le lien entre les intuitions qu'il a et sa capacité à les expliquer d'une façon rationnelle. Ce qui va faire de lui, effectivement, un philosophe, c'est-à-dire un être capable d'émettre une façon réfléchie et structurée d'une pensée. Donc, il va souvent arriver avec un langage riche pour permettre aux gens de comprendre à quelque part toute la subtilité de ce que lui a pu mettre au monde. Hein? C'est ça un peu le philosophe. Donc, c'est des gens qui vont être des philosophes, mais aussi, ça peut être, en fin de compte, plein de monde. Mais c'est souvent des gens qui vont être capables d'articuler leur pensée autour d'un mouvement de pensée, un mouvement, quelque part, de réflexion, dont ils vont être le créateur bien souvent. Donc ça, c'était pour le philosophe. Alors, le philosophe, évidemment, lui, qu'est-ce qu'il va chercher à développer? Donc, c'est cette capacité d'être dans une position de témoin et de pouvoir aider les gens à comprendre la vie. Ce sont des gens qui vont être conseillers, qui vont être des psychologues, des psychothérapeutes, des gens qui vont être capables d'accompagner des gens, mais qui vont être capables également d'avoir un regard sur la vie tellement vaste qu'ils vont développer souvent des approches plus globales qui peuvent s'apparenter à une philosophie de vie ou à une façon de voir l'univers, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça que les philosophes vont se développer. La blessure émotionnelle qui vient affecter l'expression du philosophe, c'est l'injustice sociale. Donc, on a parlé de l'injustice individuelle pour le créateur. L'injustice sociale, c'est le sentiment qu'on arrive, nous, avec un regard, une philosophie, un mouvement social, parce que le philosophe va souvent arriver avec un mouvement social, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont valoriser le philosophe et qui vont lui donner un sentiment de notoriété, un sentiment quelque part qui a une certaine valeur comme individu. Et évidemment, donc l'injustice sociale, c'est que devant cette notoriété-là, la société ne soit pas en mesure de l'accueillir. C'est-à-dire que cette façon de voir les choses que le philosophe va amener ne sera pas nécessairement reconnue par la majorité des gens et il va donc être marginalisé en quelque sorte et c'est ça un peu que ça va entraîner cette fameuse injustice sociale. Il va y avoir donc une perturbation qui va en résulter, des alignements, hypo, hyper et ainsi de suite qui peut en résulter. Si on regarde d'un point de vue caricatural, l'hyperactivité, ça va faire quelqu'un qui est hyper intuitif, mais tellement intuitif qu'on n'est pas capable de le comprendre. Quelqu'un qui perd un peu la connexion avec la réalité terrestre et qui vous parle de choses presque hurluberlues parce qu'il est tellement connecté avec le ciel, tellement connecté avec la spiritualité et les intuitions qu'il n'est pas capable de donner une forme terrestre, une forme cohérente à ce qu'il dit. Donc c'est quelqu'un qui va souvent paraître un peu comme perché.
Alors que si on parle de l'hypoactivité, c'est quelqu'un qui va être carrément scientifique. Il va rejeter tout ce qui s'appelle intuition et il va toujours chercher évidemment à justifier ce que la science a pu découvrir jusqu'à maintenant pour exprimer quelque part ou expliquer des phénomènes. Donc il va être un peu le sceptique qui repose constamment sur la raison pour expliquer ce qu'il perçoit, ce qu'il comprend, etc. Donc vous voyez, c'est un peu ça qu'on pourrait décrire par rapport à cela. Si on termine avec le spirituel, donc, le spirituel, c'est le 7e chakra. Et le spirituel, mais évidemment, c'est cet être humain-là on pourrait dire ça comme ceci, qui s'est réalisé. Réalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part que lui est en connexion avec l'universalité. Et cette connexion-là fait de lui qu'il n'a plus besoin de parler. Il n'a plus besoin de faire grand-chose finalement parce qu'il est dans un état de bien-être, il baigne dans la lumière. Cet état de baignade de lumière dans lequel il se trouve va faire que les gens vont avoir envie de se rapprocher de lui. C'est-à-dire que lui ne va pas demander à ce que les gens se rapprochent de lui, mais il y a des gens qui vont constater que cette personne-là dégage quelque chose de lumineux, quelque chose de particulier, et les gens vont avoir envie de se rapprocher de lui et vouloir bénéficier de cette lumière-là, parce que ça va leur faire du bien et que ça va engendrer quelque part un sentiment de bien-être. Et pour moi, c'est un peu ça le spirituel. C'est un individu qui accomplit sa vie, en fin de compte, et qui a, à ce moment-là, simplement à partager une expérience. Et cette expérience n'est pas intellectuelle, c'est plus une expérience sensorielle qui se fait à travers, justement, le sentiment qu'il dégage quelque chose de particulier et que son entourage ait envie de profiter de la lumière qu'il émet. Alors évidemment, il y a une blessure émotionnelle qui va venir perturber cela, qui est donc l'injustice spirituelle. Alors voyons, on a 3 types d'injustice. Cette fois-ci, c'est spirituel. Et l'injustice spirituelle est intéressante puisqu'elle nous fait comprendre que même si moi je suis dans une démarche spirituelle, je peux, à mon insu, être en relation, avoir un désir d'être reconnu dans l'expression de ma spiritualité. J'ai envie d'être reconnu par Dieu, en fin de compte. Et si Dieu me donne pas quelque part de facilité, me donne pas le sentiment quelque part que je suis reconnu par lui, ben je peux me sentir révolté, je peux me sentir rebelle et me dire, ben finalement, Dieu, j'ai pas besoin de toi, je vais te montrer c'est qui le plus fort. Vous voyez, alors c'est là qu'on tombe dans un problème, c'est un piège de l'ego en quelque part dont on parle ici, et ça va entraîner donc des perturbations, des alignements hyper, hypo, ainsi de suite, qui vont en résulter. Si on revient avec les exemples de l'hypo et de l'hyper, ben, si on tombe dans l'hyperactivité chez le spirituel, ben, vous l'avez compris, ça va finalement faire quelqu'un qui va devenir Dieu. Il va se percevoir comme Dieu. Alors là, évidemment, il y a tout le danger qui vient avec ça, de créer, on pense à l'esprit sectaire. Hein? C'est-à-dire que moi, si je suis convaincu que je suis Dieu, et que je suis convaincu que j'ai des adeptes qui doivent me reconnaître comme étant un Dieu, puisque c'est normal, si je suis un Dieu, je dois avoir une population qui va m'applaudir puis me dire je suis Dieu. Donc, c'est là que le concept de la secte va prendre forme, qui est un piège de l'ego, hein, dans lequel on se donne le sentiment qu'on a une vérité qui est la nôtre, et cette vérité-là, quelque part, ben, on cherche, parce qu'on est Dieu, à la faire valoir auprès d'adeptes qui, eux, vont nous reconnaître et nous valoriser et nous suivre. Et là, évidemment, il y a donc toutes sortes de situations problématiques qui peuvent résulter de ça. Vous l'avez compris, hein, puisque on sait que dans la littérature, le concept des sectes est largement jugé hein, comme étant quelque chose de malsain. Puis il faut toujours faire attention, bien sûr, à ne pas perdre notre individualité. Hein, quand on est dans un mouvement spirituel, on peut perdre notre individualité. C'est là que le concept des sectes prend forme. Hein, quand les êtres humains sont dans un mouvement spirituel, ils n'ont pas le droit de préserver leur identité. C'est là, évidemment, qu'on peut sombrer dans ce qu'on appelle les sectes. Et souvent, les gens qui sont à l'origine de ces mouvements spirituels-là, sont des gens qui pourraient effectivement être des spirituels qui sont dans l'hyperactivité, c'est-à-dire qui sont tombés dans un piège de l'ego finalement parce qu'ils ont une blessure émotionnelle qui les a affectés. Si on regarde l'hypoactivité maintenant, ben c'est l'inverse. Ce sont des athées, des gens quelque part qui n'ont pas la foi, qui ont choisi de ne pas avoir la foi parce qu'ils ont été trop déçus, donc ils ne croient plus en rien. Et parce qu'ils ne croient plus en rien, bien évidemment, ils vont finalement se développer une vie d'athée dans laquelle ils reconnaissent que la vie n'a pas de sens, d'une certaine façon. Alors, soit ils vont sombrer dans les plaisirs de la vie, ou soit quelque part qu'ils vont tomber dans une forme de déprime dans laquelle ils vont voir que la vie est absurde. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le décrire. Donc évidemment, c'est un petit résumé que je viens de faire évidemment de l'ensemble de ce qu'on retrouve comme base de la spirale évolutive. Hein. Si on comprend, c'est que donc 7 chakras, il y a 7 familles d'âmes que je viens de vous présenter et il y a 8 conditions énergétiques pour chacune de cette famille d'âmes qui vont nous amener donc à développer 56 états de conscience
que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos qui vont suivre. La prochaine vidéo, ce sera sur la famille des bâtisseurs, dans laquelle on prendra le temps de faire une exploration de la famille des bâtisseurs pour mieux comprendre le développement des bâtisseurs. Puis ensuite, vous allez voir que je vais vous présenter l'ensemble des 7 familles d'âmes dans les prochaines semaines et tout ça. Donc, soyez simplement aux aguets pour découvrir la suite. Alors, je vous remercie pour votre intérêt, pour avoir écouté jusqu'à la fin cette petite vidéo. Et vous avez donc ce livre, si jamais vous êtes intéressé, Découvrir votre spirale évolutive, qui est disponible donc par Amazon, qui vous donne vraiment l'ensemble de l'enseignement. Les prochaines fois, je vous montrerai spirale évolutive en bref et le jeu de cartes progressivement que je pourrai vous présenter dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.